L'affaire Charles Dexter Ward par Howard Philip Lovecraft. Chapitre 1. Résultats et prologue. Un personnage singulier s'est échappé récemment d'une clinique psychiatrique de Providence. Il s'appelait Charles Dexter Ward et fut interné à la demande de son père, terrifié par la progression d'une maladie mentale qui avait évolué de simples excentricités vers une démence furieuse dont on pouvait même craindre les dérives meurtrières. Les médecins avouent être totalement déconcertés par son cas qui présente des aspects psychologiques aussi bien que physiologiques. Tout d'abord, le patient semblait sensiblement plus âgé que ses 26 ans. Il est vrai que les désordres mentaux ont tendance à vieillir un peu ceux qui en sont atteints, mais le visage de ce jeune homme avait une apparence de sagesse ironique que seuls ceux des vieillards acquièrent avec le temps. Ensuite, son organisme fonctionnait d'une façon dissonante, totalement inconnue dans les annales de la médecine. La respiration et le cœur souffraient d'un manque évident d'harmonie. Il avait perdu sa voix et n'était plus capable que de chuchoter. Sa digestion était lente et difficile, et ses réflexes aux stimuli traditionnels ne correspondaient en rien ni à ceux d'un homme en bonne santé, ni à ceux d'un malade souffrant d'une pathologie connue. Sa peau, froide et parcheminée, ressemblait à une maille mal tricotée et un peu relâchée. Une tache de naissance de couleur olive qu'il avait à la hanche avait disparu, cependant qu'une curieuse marque noire s'était formée sur sa poitrine. Enfin, les médecins ont tous noté un ralentissement inexplicable et sans précédent de son métabolisme. Du point de vue psychiatrique, le cas Ward n'était pas banal non plus. Sa folie ne se rapportait à aucune psychose connue ni décrite, même dans les traités les plus récents. Elle allait de pair avec une volonté hors du commun qui aurait pu faire de lui un génie ou un meneur d'hommes si elle n'avait bizarrement dégénéré en une névrose grotesque. Le docteur Willett, médecin de la famille Ward, affirme même qu'en dehors des domaines où la folie se manifestait, les facultés intellectuelles du jeune homme avaient décuplé depuis sa crise. Charles Ward fut toujours un érudit et un archéologue averti. Pour autant, même ses travaux les plus brillants ne sont jamais parvenus au niveau de pensée et de finesse d'esprit qu'il a démontré au cours de ses examens psychiatriques. Il fut d'ailleurs assez compliqué de le faire interner, tant son esprit semblait vif et lucide, et ce n'est que grâce à quelques témoignages et aux lacunes tout à fait anormales dans ses connaissances qu'il fut finalement enfermé. Jusqu'à sa disparition, il resta un lecteur vorace, et malgré sa voix chuintante, sa conversation demeura brillante, si bien que plusieurs observateurs avisés, qui n'avaient certainement pas imaginé son évasion, avaient prédit qu'il ne resterait pas longtemps dans la clinique du docteur Waite. Le docteur Willett, qu'il avait mis au monde et vu grandir, semblait s'inquiéter de cette perspective. Il avait eu une mésaventure terrible et fait une découverte si effrayante qu'il n'osait s'en ouvrir même à ses collègues dont il redoutait le scepticisme rationnel. Le rôle exact de Willett dans cette affaire n'est pas très clair. Il fut le dernier à voir le patient 3 heures avant son évasion, et plusieurs témoins ont rapporté qu'à la fin de cet examen, il est sorti de la chambre avec une expression à la fois d'horreur et de soulagement. L'évasion de l'hôpital du Dr. Waite est une énigme totalement inexplicable. Dans la chambre de Ward, il n'y avait qu'une seule fenêtre, ouverte certes, mais située au 6e étage. Pourtant, après son entretien avec Willett, le jeune homme avait bel et bien disparu. Le médecin n'a aucune explication satisfaisante à proposer, quoique curieusement il semble soulagé. Peut-être en dirait-il davantage s'il ne craignait que ses propos ne fussent tournés en dérision. En entrant dans la chambre, il avait bien trouvé Ward, mais peu après son départ, les infirmiers qui frappèrent à la porte n'obtinrent pas de réponse.
Quand ils finirent par entrer, le patient s'était envolé. Il n'y avait qu'un nuage de poussière bleutée qui les fit tousser avant d'être dispersé par la brise glaciale d'avril. À un moment, les chiens avaient bien aboyé, mais c'était pendant la visite de Willett. De toute façon, il n'avait poursuivi personne et s'était rapidement calmé. Le père de Ward, averti immédiatement par téléphone, se montra plus triste que surpris. Lorsque le docteur Wade vint lui rendre visite, il avait déjà parlé avec le docteur Willett. Cependant, le père et son médecin nient toute complicité, fût-ce passive, dans cette évasion. Des amis intimes de M. Ward et du docteur Willett ont livré quelques explications, mais elles sont beaucoup trop invraisemblables pour que l'on puisse y croire. Toujours est-il qu'un fait demeure. Charles Ward a bel et bien disparu sans laisser la moindre trace. Depuis sa plus tendre enfance, il était passionné d'histoire, un goût qui lui était venu de sa vénérable ville, qui regorge de vestiges du passé, ainsi que des superbes antiquités que ses parents accumulaient dans leur demeure de Prospect Street. Avec les années, ce penchant s'affirma si bien que l'histoire, la généalogie, l'architecture, le mobilier et l'artisanat coloniaux devinrent ses seuls centres d'intérêt, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut comprendre sa maladie. Ainsi, les lacunes considérables que, grâce à un interrogatoire adroit, les psychiatres ont mises en lumière, se rapportent tout au monde moderne et sont compensées par un excès de connaissances historiques, de sorte que l'on pourrait presque imaginer que le patient s'est transporté dans une époque antérieure par quelque mécanisme d'auto-hypnose. Le plus curieux est que Ward ne semble plus du tout intéressé par les antiquités qui le passionnaient tant, et que tous ses efforts sont maintenant tournés vers la connaissance du monde moderne qui lui fait tellement défaut. Il a fait de son mieux pour dissimuler ses carences, mais tous ceux qui l'ont examiné ont été frappés par le fait que ses lectures et ses conversations soient totalement orientées vers la compréhension de son siècle, alors qu'il est né en 1902 et qu'il a étudié dans les meilleures écoles. Les psychiatres se demandent d'ailleurs comment, dans ces conditions, il fait pour affronter le monde extérieur depuis qu'il s'est évadé. De la vie générale, il doit sans doute adopter un profil bas dans une situation très modeste, en attendant d'être complètement informé sur son environnement. Les psychiatres sont en désaccord sur la période à laquelle les désordres mentaux de Charles Ward sont apparus. Le docteur Lehman, qui fait autorité à Boston, penche pour 1919-1920. À cette époque, le jeune homme qui étudiait au lycée Moses Brown cessa brusquement de s'intéresser à l'archéologie qui était toute sa vie pour se consacrer à l'étude des sciences occultes. Il refusa même de passer l'examen d'entrée à l'université, au motif que ses recherches personnelles étaient beaucoup plus importantes. C'est également à cette époque qu'il consacra un temps considérable à compulser les registres municipaux et à visiter les cimetières à la recherche d'une tombe creusée en 1771, celle d'un ancêtre nommé Joseph Curwen, dont il avait découvert certains documents derrière les boiseries d'une vieille demeure d'Aulnay-Court qui, semble-t-il, lui avait appartenu. Il est indéniable que l'hiver 1919-1920 constitue un tournant dans le comportement de Charles Ward. Cependant, le docteur Willett n'est pas du même avis que son confrère, fondant son diagnostic sur la connaissance intime qu'il a de son patient, ainsi que sur certaines investigations assez éprouvantes qu'il a menées à son sujet. Il a découvert des choses qui l'ont marqué à un point tel que sa gorge se noue encore quand il en parle, et qu'il ne peut les mettre par écrit sans que sa main ne se mette à trembler. Willett admet que le changement radical de comportement apparu en 1919-1920 pourrait marquer le commencement d'une détérioration mentale qui évoluera vers la démence en 1928, mais sa connaissance du cas l'amène à se garder de toute conclusion hâtive. Sans doute le jeune homme a-t-il toujours été psychologiquement fragile, tantôt susceptible, tantôt enthousiaste, mais il se refuse à voir dans sa métamorphose un quelconque basculement dans la folie. Il pense au contraire que Ward, comme il l'affirma, fit réellement une découverte effrayante et formidable, et que les troubles n'apparurent que beaucoup plus tard, après la découverte du portrait et des manuscrits, après ses voyages vers des destinations étranges, après les invocations dont il a parlé,
Après la lettre de désespoir qu'il a adressée au médecin, après la vague de vampirisme et les rumeurs au village de Pawtuxet, après enfin que sa mémoire se fût altérée et son aspect physique dégradé. C'est à ce moment-là, insiste Willett, que le cauchemar a commencé pour Charles Ward. Le vieux médecin affirme que des preuves indiscutables appuient la thèse d'une révélation formidable. D'abord, il y a ces deux ouvriers qui étaient avec Ward lorsqu'il découvrit les manuscrits de Curwen. Ensuite, il y a Willett lui-même qui les a vus et qui peut attester de leur authenticité. La niche dans laquelle ils étaient dissimulés est aussi une réalité bien tangible. Il y a également les lettres de Hutchinson et Horn, l'écriture de Ward, ce que les détectives ont découvert sur le docteur Allen, sans oublier le terrible message rédigé en lettres cursives minuscules que Willett retrouva dans sa poche quand il reprit connaissance après sa terrible aventure. Pour finir, il y a surtout le résultat effrayant que le médecin a obtenu au cours de son enquête grâce à deux formules qui établit indubitablement l'exactitude de ces manuscrits et leurs implications abominables à bannir à jamais de la connaissance humaine. Il faut se faire à l'idée que la première partie de la vie de Charles Ward fait aujourd'hui partie d'un passé révolu, tout comme ses vestiges et ses antiquités qu'il estimait tant. À l'automne 1918, avec un enthousiasme particulier pour l'entraînement militaire de l'époque, il commença sa première année au lycée Moses Brown, dont il avait toujours affectionné le bâtiment datant de 1919, situé dans un magnifique parc non loin de chez lui. Il était peu sociable et partageait son temps entre la classe et l'entraînement, de longues promenades et la poursuite de recherches généalogiques à l'hôtel de ville, à la bibliothèque publique, à l'Athénéum, ou encore à la bibliothèque Shepley qui venait d'ouvrir ses portes dans Benefit Street. En ce temps-là, il était blond, grand et mince, un peu voûté, habillé négligemment, et il donnait une impression générale de maladresse inoffensive. Ces promenades étaient de véritables aventures dans le passé, au cours desquelles il parvenait, à partir des innombrables souvenirs de l'ancienne cité, à faire revivre les images de la vie d'autrefois. Il habitait une belle demeure géorgienne située au sommet de la colline à l'est du fleuve. Des fenêtres à l'arrière, on pouvait contempler l'amoncellement de clochers, de dômes, de toits et les sommets des gratte-ciels de la ville basse jusqu'aux collines violettes de la campagne lointaine. C'est là qu'il était né et que sa nurse l'avait promené, partant du porche classique de la façade en briques, passant près de l'ancienne ferme blanche construite il y a plus de 200 ans avant que la ville n'absorbe la campagne, poursuivant vers l'université le long d'une avenue somptueuse et ombragée, bordée à la fois d'anciennes demeures de briques, ornées de porches aux lourdes colonnes doriques, et de maisons en bois plus petites, mais qui toutes rêvaient solides et exclusives au milieu de leurs cours et de leurs spacieux jardins. On l'avait promené aussi un peu plus bas dans Congdon Street, où les maisons se dressent sur de hautes terrasses, des maisons de bois plus anciennes, car au long des années, la ville avait grandi du bas de la colline vers son sommet. La nurse aimait s'arrêter là, s'asseoir sur un des bancs de Prospect Street, puis bavarder un peu avec un policier, et l'un des premiers souvenirs d'enfance de Charles fut cet océan de toits, de clochers, de dômes et de collines lointaines qu'il aperçut un matin d'hiver dans un coucher de soleil apocalyptique où le rouge, l'or et quelques vers étranges se détachaient sur un violet mystique. Il se rappelait encore le dôme de marbre du Capitole, imposant sa majestueuse silhouette, et la statue en son sommet qui perçait les stratus rayant le ciel enflammé. Quand il fut plus grand, ces fameuses promenades commencèrent. D'abord avec sa nurse qu'il traînait impatiemment, puis seul. Il s'aventurait de plus en plus loin, atteignant à chaque fois des quartiers plus anciens et plus curieux de la vieille ville. Il hésita un peu en descendant la pente raide de Jenks Street, bordée de pignons coloniaux pour atteindre Benefit Street, l'ombragée.
Devant lui s'élevait une ancienne maison en bois, à l'entrée décorée de 2 colonnes ioniques, juste à côté d'une vieille ferme au toit mansardé qui avait conservé son allure campagnarde. Plus loin, on pouvait admirer la demeure du juge Durfee, témoin fatigué de la splendeur coloniale. Le quartier était délabré, mais les ormes géants parvenaient à faire oublier les taudis aux jeunes hommes qui déambulaient le long de ces demeures pré-révolutionnaires avec leurs grandes cheminées centrales et leurs portails classiques. Du côté est, les maisons étaient construites au-dessus d'un sous-sol plus élevé et étaient desservies par un double escalier de pierre. Charles rêvait en les imaginant telles qu'elles devaient être quand la rue venait d'être pavée. À l'ouest, la colline descendait vers le vieux quartier de Town Street que les fondateurs de la cité avaient bâti le long de la rivière en 1636. Il y convergeait d'innombrables allées bordées de masures d'âge avancé. Bien que fasciné par ces antiquités, Ward hésita longtemps avant de s'y aventurer, de crainte qu'elles ne recèlent quelques terreurs inconnues. Il trouvait moins risqué de longer Benefit Street en passant devant la grille métallique du cimetière Saint-John, puis à l'arrière de la maison des colonies bâtie en 1761 pour arriver enfin à l'auberge de la Balle d'Or où George Washington séjourna en 1790. Arrivé à Meeting Street, qui s'était appelée autrefois Goal Lane, puis King Street, il pouvait contempler vers l'est l'escalier de pierre qui gravissait la pente et vers l'ouest la vieille école en briques située juste en face de la tête de Shakespeare où l'on imprimait la Gazette de Providence avant la Révolution. Plus loin, on pouvait admirer la première église baptiste de 1775 avec son clocher dessiné par Gibbs et ses superbes coupoles. À partir de là, en allant vers le sud, le quartier s'améliorait, offrant aux promeneurs 2 groupes de magnifiques demeures anciennes. Vers l'ouest, on retombait sur de petites allées aux maisons en ruine qui descendaient jusqu'au port, où les appontements de bois pourris, les magasins infects et une populace polyglotte se rappelaient les jours glorieux de la Compagnie des Indes orientales, dont on trouvait encore quelques réminiscences dans les noms des ruelles insalubres, Bullion, Gold, Silver, Coin, Doubloon, Sovereign, Dollar et Cent. En grandissant, Charles devint plus téméraire et s'aventura dans ce maelstrom de maisons bancales, de fenêtres borgnes, d'escaliers brisés, de balustrades tordues, peuplées de faces basanées et inondées d'odeurs indescriptibles. Tournant de South Main dans Southwater, il partait à la recherche des quais, où quelques vieux vapeurs continuaient obstinément à s'amarrer. Ensuite, il repartait vers le nord, passait les entrepôts construits en 1816, arrivait au square du Grand Pont et enfin à l'ancien marché couvert de 1773, toujours vaillant sur ses anciennes arcades. Là, il s'arrêtait pour boire un verre et apprécier la beauté fascinante de la vieille ville, couronnée par le gigantesque dôme de la nouvelle église de la science chrétienne, comme Londres est consacrée par le dôme de Saint-Paul. Il aimait particulièrement cette étape de fin d'après-midi quand le soleil couchant caressait le marché couvert et imprégnait de sa magie les quais où les voiliers des Indes accostaient jadis. Après une longue contemplation qui durait souvent jusqu'au crépuscule, il retournait chez lui, passant devant la vieille église toute blanche et grimpant le long des ruelles où, une à une, les lumières commençaient à briller à travers les fenêtres à croisillons. Au cours des années suivantes, il se mit à rechercher des contrastes plus marqués. Il passait par exemple la moitié de sa promenade dans les quartiers coloniaux un peu décrépits, notamment le ghetto noir qui entourait la place, où la diligence de Boston s'arrêtait avant la Révolution. La seconde moitié était consacrée à des lieux plus prestigieux du côté de George, Benevolent, Power et William Street, où le temps n'a pas corrompu les belles propriétés ni leurs jardins murés qui embaument de tant de souvenirs parfumés. Toutes ces promenades, associées à des études trop poussées, sont sans nul doute responsables de la tournure passéiste de l'esprit de Charles Ward et expliquent le terreau mental dans lequel des graines effroyables ont pu germer au cours de l'hiver 1919-1920. Le docteur Willett est convaincu que jusqu'à cet hiver maudit, il n'y avait rien de malsain dans les recherches de son patient. Il n'avait aucune attirance morbide pour les cimetières qui ne présentaient à ses yeux qu'un intérêt historique. Il ne montrait pas davantage de symptômes de violence.
Puis, insidieusement, par degrés, on le vit changer après s'être découvert cet aïeul du côté de sa mère, un vieillard d'une longévité étonnante, ce Joseph Curwen, arrivé de Salem en mars 1692 et qui faisait l'objet d'histoires étranges et inquiétantes. L'arrière-arrière-grand-père de Ward, Welcome Potter, avait épousé en 1785 une demoiselle Anne Tillinghast, fille d'une madame Eliza Tillinghast, elle-même fille du capitaine Tillinghast, dont la famille Ward ignorait jusque-là l'existence. Fin 1918, en examinant un registre d'état civil, le jeune historien tomba sur une inscription de changement officiel de nom datant de 1772. Une madame Eliza Curwen, veuve de Joseph Curwen, reprenait, ainsi que sa fille, âgée alors de 17 ans, son nom de jeune fille, Tillinghast. L'inscription précisait « Le nom de son mari était devenu opprobre public pour des raisons connues après son décès, par quoi se voyait confirmer l'ancienne rumeur, jamais accréditée par une épouse loyale, jusqu'à ce qu'il fût indiscutablement établi qu'on n'en pouvait pas douter. » Cette inscription fut découverte lorsque 2 feuillets du registre qui avaient été soigneusement collés pour n'en faire qu'un se détachèrent. Charles comprit immédiatement qu'il venait de se découvrir un arrière-arrière-arrière-grand-père, ce qui l'enthousiasma d'autant plus qu'il avait déjà lu de vagues allusions à ce personnage douteux, à propos duquel on ne trouvait aucune référence dans les registres publics, comme si une conspiration avait été jadis organisée pour en effacer à jamais la mémoire. Ce qui fut révélé plus tard était si effroyable, si abominable, qu'on ne peut s'empêcher de s'imaginer ce que les colons voulaient à tout prix effacer des registres et de la mémoire, ni de juger que leurs raisons n'étaient que trop valables. Jusque-là, Ward s'était contenté de fantasmer à propos du vieux Joseph Curwen, mais en découvrant qu'il était directement apparenté à ce personnage banni de l'histoire, il résolut d'entreprendre des recherches systématiques à son sujet. Il y réussit au-delà de toutes ses espérances en mettant à jour de vieilles lettres, des journaux, des mémoires inédites, enfouis sous les toiles d'araignée des greniers de Providence et d'ailleurs, autant de documents que leurs auteurs n'avaient pas jugé utile de détruire. Bon nombre d'entre eux ne proviennent pas de Providence, mais de New York, où la correspondance de Rhode Island est conservée au musée de la Taverne Francis. Mais la source essentielle de la documentation de Ward est constituée, selon le docteur Willett, par les manuscrits découverts en août 1919 au fond d'une niche secrète ménagée dans une maison délabrée d'Olney Court. Ce sont eux, sans l'ombre d'un doute, qui ont fait basculer l'esprit de Charles Ward dans la démence. Chapitre 2 Antécédents et horreurs. À en croire les découvertes de Charles Ward, Joseph Curwen était un homme étonnant, mystérieux et pour tout dire effrayant. Au début de la grande chasse aux sorcières, craignant que son existence solitaire et ses expériences d'alchimie n'attirent sur lui les foudres populaires, il avait fui Salem pour Providence, sanctuaire de tous les originaux, les contestataires, les séditieux et les libres penseurs. C'était un homme d'une trentaine d'années, d'apparence ordinaire, qui devint rapidement citoyen libre de Providence. Il acheta un terrain dans Olney Street, sur la colline de Stampers, dans ce qui deviendrait plus tard Olney Court, et y fit bâtir une première maison qu'il remplaça par une demeure plus vaste en 1761. Joseph Curwen se fit tout d'abord remarquer par une insolente jeunesse à l'épreuve des ans. Dès son arrivée à Providence en 1691, il s'était établi comme armateur et avait acheté un appontement près de la baie de Mile End. En 1713, il avait participé à la reconstruction du Grand Pont,
en 1723 à la fondation de l'église de la Congrégation, et toujours il conservait son aspect d'homme dans la trentaine. Avec les années, et bientôt les décennies, cette singularité finit par attiser la curiosité générale. Curwen l'expliquait en racontant que ses ancêtres étaient de vigoureux colons et que lui-même menait une vie saine et sans excès. Cette explication ne parut cependant pas vraiment satisfaisante, surtout à ses voisins qui observaient à toutes les heures d'incessantes allées et venues, ainsi que les lumières qui brillaient tard dans la nuit. Il fut rapidement admis que d'autres raisons devaient expliquer cette longévité inhabituelle, probablement les nombreuses manipulations de produits chimiques auxquelles il se livrait. Des rumeurs circulaient en effet sur les substances étranges qu'il avait rapportées de Londres et des Indes à bord de ses bateaux ou qu'il achetait à Newport, Boston et New York. Elles ne firent que s'amplifier quand le docteur Jabez Bowen, arrivant de Rehoboth, ouvrit une boutique d'apothicaire de l'autre côté du Grand Pont, à l'enseigne de la licorne et du mortier. On commença à parler plus précisément des drogues, des acides et des métaux rares que cet étrange personnage lui commandait. Présumant que Curwen possédait quelque secret médical, plusieurs malades vinrent le consulter. Sans s'engager, il ne les détrompa pas non plus et leur donna des potions de couleurs étranges qui restaient la plupart du temps sans effet. Quand 50 ans furent passés et que Curwen n'avait pas vieilli de 5 ans, la rumeur s'épaissit et personne ne s'aventura plus à le fréquenter. Des lettres et des journaux intimes de l'époque ont révélé une série d'autres motifs pour lesquels Joseph Curwen, après avoir été apprécié, fut craint et bientôt fui comme la peste. Sa passion pour les cimetières dans lesquels il déambulait par tout temps et à toute heure était bien connue. Cependant, personne ne constata jamais la moindre profanation. Puis on le voyait souvent galoper à des heures indues vers une ferme qu'il possédait sur la route de Pawtuxet, où il résidait en général pendant l'été. Il avait là 2 serviteurs peu amènes, un couple âgé d'Indiens Narragansett, à la fois domestique et fermier. L'homme était muet, couvert de scarifications étranges, et la femme, qui avait certainement du sang noir, d'une laideur repoussante. Adossé à la maison, il y avait un laboratoire où Curwen se consacrait à des expériences de chimie, et les commissionnaires qui y livraient régulièrement des bouteilles ou des paquets parlaient entre eux des fourneaux, des fioles, des creusets et des alambics qu'ils y avaient entreaperçus. Ils prédisaient à mots couverts qu'avant longtemps le chimiste, mais en fait il voulait dire l'alchimiste, découvrirait la pierre philosophale. Les voisins les plus proches, les Fenner, dont la ferme se trouvait à 200 mètres de là, avaient aussi leur lot de bizarreries à raconter, notamment ces cris et ces hurlements incessants qui provenaient de chez Curwen. Ils s'étonnaient également du nombre de bêtes qui paissaient dans les pâturages. Comment un homme seul et ses 2 serviteurs âgés pouvaient-ils consommer autant de lait, de viande ou de laine? D'autant que de nouveaux troupeaux étaient régulièrement acheminés de Kingstown. Enfin, quelque chose d'abominable devait forcément se tramer dans l'annexe, ce grand édifice de pierre qui ne possédait en guise de fenêtre que quelques meurtrières inaccessibles. Les badauds du Grand Pont avaient également beaucoup à dire sur la maison d'Aulnay-Court, pas tant sur la demeure actuelle bâtie en 1761 que sur la première maison avec ses plafonds bas et son grenier sans fenêtre, dont la charpente avait été consciencieusement brûlée après la démolition. C'était sans doute moins mystérieux que la ferme, mais que dire de ces lumières qui brillaient à toutes les heures, de ces 2 étrangers basanés qui composaient la domesticité de la maison avec une vieille gouvernante française, laquelle marmonnait constamment des mélopées incompréhensibles? Que dire de l'énorme quantité de nourriture qui était livrée dans cette maison, où ne vivaient pourtant que 4 personnes, de ces voix étouffées que l'on percevait à des heures tardives? Tout cela, ajouté aux rumeurs de Pawtuxet, donna évidemment à la demeure d'Aulnay Street une réputation sulfureuse. Dans les cercles plus élégants et plus évolués de Providence, Curwen faisait aussi l'objet de toutes les discussions.
Commerçant qui comptait dans la ville, donateur important de l'Église, il s'était vite fait des relations dans la bonne société où sa compagnie, sa conversation raffinée, quoique rare, et ses manières d'anglais cultivées acquises à Londres et en Orient étaient très appréciées. Sans oublier qu'il venait d'une excellente famille, les Curwen ou Corwin de Salem, et n'avait besoin d'aucune recommandation en Nouvelle-Angleterre. Cependant, Joseph Curwen appréciait peu la compagnie. Bien que n'ayant jamais fermé sa porte à un visiteur, il se montrait d'une telle froideur que personne n'aurait vraiment su quoi lui dire pour l'intéresser. Son attitude dénotait une arrogance sardonique et mystérieuse, comme si la fréquentation d'entités étranges et formidables rendait le commerce des humains fade et ennuyeux. Quand le docteur Checkley arriva en 1738 de Boston pour devenir recteur de l'église du roi, en esprit curieux et éclairé qu'il était, il ne manqua pas d'aller visiter ce personnage dont tout le monde lui parlait. Mais leur entretien fut abrégé par le sentiment morbide qu'il éprouva. Un jour d'hiver, Charles Ward confia à son père, à qui il parlait de Curwen, qu'il donnerait cher pour savoir ce que le vieil alchimiste avait pu dire au clergyman. Personne ne le sut jamais, tant il se refusa à le divulguer. On nota cependant qu'il avait été profondément perturbé par cette visite et que jamais il ne put en parler sans perdre sa jovialité légendaire. Mais ce fut pour une raison plus évidente encore qu'un autre érudit de cette époque évita tout contact avec ce reclus détestable. En 1746, John Merritt, un vieux gentleman anglais, féru de science autant que de littérature, arriva de Newport à Providence et se fit bâtir une superbe maison de campagne dans le Neck, qui est à présent le plus beau quartier résidentiel de la ville. Il menait grand train, avait un cocher, des domestiques en livrée, les seuls de la ville, et s'enorgueillissait de son grand télescope, de son microscope et de sa magnifique bibliothèque de livres anglais et latins. Ayant appris que Curwen possédait la plus belle bibliothèque de Providence, M. Merritt décida de lui rendre visite. Il fut curieusement mieux reçu que les autres visiteurs. L'admiration qu'il montra pour les ouvrages de son hôte, qui couvraient la philosophie, les sciences, qui comprenaient des auteurs rares, entre autres Paracelse, Van Helmont, Sylvius, Boyle et Boerhaave, enchanta Curwen, qui l'invita à venir visiter sa ferme, chose qu'il n'avait jamais faite pour quiconque auparavant. Ils partirent immédiatement en empruntant le fiacre de M. Merritt. Celui-ci reconnut volontiers qu'il n'avait rien vu de réellement horrible dans la ferme, mais que par contre, les livres d'alchimie, de thaumaturgie, de théologie que Curwen conservait dans une pièce séparée, lui avaient inspiré un sentiment d'horreur qui ne s'était jamais dissipé. Il est possible que l'expression du visage de son hôte pendant qu'il en parlait y ait été pour quelque chose. Toujours est-il que cette collection, outre quelques titres classiques que M. Merritt ne lui enviait pas vraiment, comptait quasiment tous les ouvrages des kabbalistes, démonologistes et autres sorciers connus, tous les trésors abjects de l'alchimie et de l'astrologie. Hermès Trismegistus, dans l'édition de Ménard, le Turba Philosophorum, le Liber Investigationis de Geber, la clé de la sagesse d'Artephius, évidemment le Zohar, les œuvres d'Albertus Magnus, publiées par Peter Jamy, l'Ars Magna et Ultima de Raymond Lully dans l'édition introuvable de Zetzner, le Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, le Clavis Alchimiae de Flood, le De Lapide Philosophico de Trimetius, etc., etc. Ils étaient tous là. Les kabbalistes juifs du Moyen-Âge et les auteurs arabes n'étaient pas en reste, et M. Merritt pâlit en prenant entre ses mains un volume magnifiquement relié et dénommé Quanon et Islam, dont il s'aperçut que c'était en réalité le Necronomicon écrit par l'arabe fou Abdul al-Hazred, qui fut interdit après les rumeurs persistantes de monstruosités et de rites innommables qui avaient été perpétrés quelques années auparavant à Kingsport, un petit village de pêcheurs de la province de Massachusetts. Mais bizarrement, ce fut un détail mineur qui perturba le plus le vénérable gentleman. Sur la grande table d'acajou,
il y avait une copie très endommagée du Borellus. Le livre était ouvert environ en son milieu et il était annoté et raturé avec une telle rage entre les lignes imprimées que le visiteur ne put s'empêcher de l'examiner. Était-ce la nature du texte, la fièvre avec laquelle Curwen avait écrit? Il n'aurait pu dire pourquoi ce paragraphe l'avait tant affecté, ni pourquoi il se le rappela jusqu'à son dernier souffle. Il retranscrivit le passage dans son journal et alla même un jour jusqu'à le réciter à son ami le docteur Checkley, sans finalement aller jusqu'au bout, tant ce dernier semblait perturbé. Voici ces quelques lignes. Les sels animaux essentiels se peuvent ainsi préparer et conserver pour permettre à celui de posséder Arche de Noé en son cabinet et d'invoquer belle forme d'animal à son plaisir. Par telle méthode entreprise sur sels essentiels de restes humains, sans nécromancie criminelle aucune, d'invoquer la forme d'un ancêtre défunt à partir de la poussière en laquelle son enveloppe charnelle a été purifiée par le feu. Ce fut cependant sur les docks au sud de Town Street que les pires rumeurs coururent sur Joseph Curwen. Les marins sont des gens simples, rudes, mais superstitieux, et ceux-là même qui embarquaient sans inquiétude sur des brigantins chargés de rhum, de mélasse ou d'esclaves redoutables, sur des bateaux corsaires, sur les 3 mâts des compagnies Crawfords ou Tillinghast, ne pouvaient s'empêcher de se signer ou d'esquisser un autre geste de protection dès qu'ils apercevaient cet homme blond, à la silhouette maigre, à la jeunesse suspecte, au regard fuyant, entrant dans ses entrepôts de Dublin Street ou discutant avec les capitaines des navires de sa compagnie. Les matelots de Curwen, hommes de sac et de corde recrutés à la Martinique, à la Havane, à Saint-Eustache ou à Port-Royal, ses capitaines, ses employés, tous le haïssaient et le redoutaient, principalement à cause de la fréquence avec laquelle les équipages étaient renouvelés. Lors d'une escale, les marins allaient naturellement à terre, et certains étaient chargés de telle ou telle course, parfois à la ferme de Pawtuxet Road. Mais quand le moment était venu d'appareiller, il en manquait invariablement un ou deux à l'appel. Un détail n'était pas passé inaperçu. Ceux qui étaient allés à la ferme n'en étaient jamais revenus. Naturellement, il y avait aussi de nombreuses désertions, bien compréhensibles compte tenu des histoires effroyables qui circulaient sur les docks de Providence. Toujours est-il que le recrutement devenait un problème de plus en plus insoluble. Vers 1760, Joseph Curwen était devenu un véritable paria, soupçonné d'abomination, de pacte avec les forces démoniaques, d'autant plus menaçant qu'il ne pouvait être nommé, compris ou prouvé. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut sans doute la disparition des soldats en 1758. À cette époque, 2 régiments en route pour la Nouvelle-France stationnèrent à Providence. Leurs effectifs se mirent à diminuer inexplicablement, bien au-delà du taux habituel des désertions. On avait remarqué les fréquentes conversations que Curwen entretenait avec les habits rouges, et quand les disparitions commencèrent, on se rappela bien sûr celles des marins. Que se serait-il produit si les régiments n'avaient pas reçu leur ordre de marche? Personne n'aurait pu le dire. Entre-temps, les affaires de l'armateur prospéraient. Il avait quasiment le monopole du salpêtre, du poivre noir et de la cannelle, et devançait tous ses concurrents, à l'exception de Brown, dans l'importation de cuivre, d'indigo, de coton, de laine, de sel, de gréement, de papier et de marchandises anglaises de toutes sortes. Nombre de boutiques comme celle de James Green à l'enseigne de l'Éléphant à Cheapside, des Russell à l'enseigne de l'Aigle d'Or de l'autre côté du Grand Pont, de Clark et Nightingale à l'enseigne de la poêle à frire et du poisson près de la maison du café, dépendaient presque exclusivement de lui pour leur approvisionnement. Et ses affaires avec les distilleries, les laiteries, les éleveurs de Narragansett et les chandelleries de Newport firent également de lui un des premiers exportateurs de la colonie. Bien qu'il fût honni, Curwen ne manquait pas d'esprit civique. Quand la maison des colonies brûla, il contribua généreusement aux loteries grâce auxquelles la nouvelle maison en briques rouges, qui existe toujours dans l'ancienne rue principale, fut reconstruite en 1761, et il racheta les livres qui avaient disparu dans l'incendie.
Après la tempête d'octobre, il participait à la reconstruction du Grand Pont ainsi qu'aux loteries destinées à financer les travaux de pavement de la place du Marché et de Town Street qui étaient toujours en terre battue. C'est à cette époque également qu'il fit construire sa nouvelle maison ornée d'une magnifique porte sculptée. Enfin, le jour où les fidèles de Whitefield décidèrent de quitter l'église du docteur Cotton et de fonder leur propre église de l'autre côté du Grand Pont, Curwen les suivit. Sa ferveur et son assiduité aux offices diminuèrent bientôt pour néanmoins reprendre de plus belle, afin de rompre l'isolement dans lequel il se trouvait et qui nuisait à la bonne marche de ses affaires. La vision de cet homme étrange, pâle, jeune encore, quoique vieux d'au moins un siècle à présent, tentant de survivre face à cette vague de peur et de détestation, était à la fois repoussante et pathétique. Mais le pouvoir de l'argent et ses bonnes actions publiques finirent par diminuer un peu l'aversion dont il était l'objet, surtout lorsque les disparitions de marins cessèrent. Il devait probablement se montrer plus prudent dans ses expéditions nocturnes, car plus personne ne le vit errer dans les cimetières. Les rumeurs de cris et de livraisons incessantes à la ferme de Pawtuxet diminuèrent en proportion. Sa consommation de bétail et de nourriture restait cependant anormalement élevée, de même que celle d'esclaves. Mais jusqu'aux recherches approfondies de Ward dans les livres de contes de Curwen retrouvés à la bibliothèque Shepley, personne ne fit jamais le rapprochement entre le grand nombre de Noirs importés de Guinée jusqu'en 1766 et le très petit nombre de certificats de vente aux marchands du Grand Pont ou directement aux planteurs de la région de Narragansett. À n'en pas douter, cet abominable personnage était doué d'ingéniosité et de ruse, et il en fit usage, sentant que leur exercice était devenu indispensable. Hélas, les effets de ce raccommodage tardif avec la population ne furent pas à la hauteur de ses espérances. On continuait malgré tout de l'éviter et de s'en méfier, ne serait-ce qu'à cause de son âge apparent, et il comprenait bien que ses affaires auraient à en souffrir tôt ou tard. Ses études et ses expériences, quelles qu'elles aient pu être, nécessitaient de gros moyens et il lui était à présent impossible de déménager encore une fois en perdant à coup sûr la fortune et les privilèges qu'il avait acquis. Le sens commun imposait qu'il accommodât ses relations avec les bonnes gens de Providence, de façon à ce que sa présence ne provoquât plus ni chuchotement dans les conversations, ni départ précipité aux motifs enfantins, ni cette atmosphère générale de malaise et de tension qui entourait toutes ses apparitions. Ses employés, réduits à présent à la lie que plus personne ne voulait engager, lui donnaient bien du souci, et il ne parvenait à tenir ses capitaines et leurs équipages que par des expédients inavouables, une reconnaissance de dette, une hypothèque, un secret honteux. On rapporte dans plusieurs journaux intimes que c'est évidemment par sorcellerie que Curwen arrivait à les déterrer. Seules des conversations avec les morts pouvaient lui permettre de découvrir tous ces renseignements qu'il menaçait à présent de divulguer. C'est à cette époque que le génie du désespoir lui souffla une dernière idée pour reprendre sa place dans la communauté. Jusqu'alors quasiment ermite, il entreprit de se marier avec une demoiselle dont la position sociale rendrait dorénavant impossible l'ostracisme dont il était l'objet. Peut-être avait-il d'ailleurs d'autres raisons plus profondes, des raisons au-delà de la raison humaine, que seul un historien aurait pu suspecter à la lecture de ses papiers un siècle et demi après sa mort. De cela, rien n'est ni ne sera jamais établi. Naturellement, il était bien conscient de l'horreur qu'il inspirait et de l'accueil qui serait réservé à toute avance amoureuse. Aussi devait-il se trouver une fiancée dont les parents pourraient être influencés par des moyens adéquats. Les candidates n'étaient pas nombreuses étant donné ses exigences en matière de beauté, d'éducation et de position sociale. Le résultat de ses recherches se réduisit finalement à une seule famille, celle d'un de ses plus anciens capitaines, Duty Tillinghast, veuf à la réputation irréprochable, issu d'une des plus anciennes lignées de Providence, dont la fille unique, Eliza, mis à part la fortune, remplissait toutes les conditions posées par Curwen. Le pauvre capitaine Tillinghast était totalement sous la coupe de son armateur, et après une entrevue terrible dans sa maison de Powers End,
il finit par consentir à cette union blasphématoire. Eliza Tillinghast avait 18 ans et avait été élevée le mieux possible compte tenu des moyens limités de son père. Elle avait fréquenté l'école Stephen Jackson en face du palais de justice et avait reçu de sa mère l'éducation d'une jeune fille de bonne famille, jusqu'à ce que cette dernière soit emportée par la variole en 1757. On peut encore voir une des broderies qu'elle fit à l'âge de 13 ans à la Société historique de Rhode Island. Après la mort de sa mère, elle resta dans la maison avec pour seul domestique une vieille noire. Une dispute très pénible dut avoir lieu avec son père à propos de ce mariage, mais on n'en a trouvé aucune trace. Une chose est cependant établie. Ses fiançailles avec le second officier de chez Crawford furent rompues. Le mariage fut célébré le 17 mars 1763 à l'église baptiste par le révérend Samuel Windsor, en présence de la bonne société de Providence. La Gazette a relaté brièvement l'événement, mais dans tous les exemplaires qui en existent encore, l'article a été coupé ou déchiré. Ward est malgré tout parvenu à en retrouver une copie intacte dans les archives d'un collectionneur privé. L'article est rédigé ainsi. Ce lundi soir, M. Joseph Curwen, marchand en notre bonne ville, a été uni à Mademoiselle Eliza Tillinghast, fille du capitaine Duty Tillinghast, une jeune fille qui, alliant à un grand mérite une parfaite beauté, fait honneur à la noble institution du mariage et en perpétuera la félicité. Plusieurs lettres de la famille Durfee Arnold, découvertes par Charles Ward dans la collection privée de l'honorable Melville F. Peters, montrent que cette union monstrueuse avait en réalité provoqué une vague d'indignation générale. Ceci n'entama pas pour autant le crédit et l'influence de Tillinghast, et Joseph Curwen se mit à recevoir des gens qui, autrement, n'auraient jamais consenti à franchir le seuil de sa porte. Mais cette acceptation n'était pas entière et Eliza eut quand même à souffrir des conséquences sociales de son mariage forcé. Quoi qu'il en soit, le mur d'ostracisme était fissuré, et ce d'autant que le jeune marié déployait à l'égard de sa femme des trésors de gentillesse et d'attention qui étonnèrent tout le monde. Il n'y eut plus aucune manifestation bizarre dans la maison d'Aulnay Court, et bien que Curwen s'absentât souvent pour se rendre à la ferme de Pawtuxet Road, dans laquelle sa femme ne fut jamais admise, il semblait enfin être devenu un citoyen comme les autres. Une seule personne lui gardait une haine féroce, le jeune officier de marine dont les fiançailles avaient été brutalement rompues. Ezra Whedon avait juré de se venger, et les projets qu'il nourrissait avec une hargne tenace ne présageaient rien de bon pour celui qu'il tenait pour un usurpateur. Le 17 mai 1765 naquit la fille unique de Joseph Curwen, Anne. Elle fut baptisée par le révérend John Graves à l'église épiscopalienne du roi, que les époux fréquentaient depuis leur mariage, sorte de compromis religieux entre leurs églises respectives, congrégationnelles et baptistes. La mention de cette naissance, de même que celle de leur mariage, ont été supprimées des différents registres officiels où elles étaient censées apparaître. Charles Ward ne les découvrit, avec beaucoup de difficulté, qu'après avoir appris que la veuve de Curwen avait changé de nom. Un nom familier qui provoqua chez lui un regain d'intérêt fébrile et qui le fit peut-être basculer dans la folie. En correspondant avec les héritiers du docteur Graves, il apprit que celui-ci avait dû fuir avant la Révolution à cause de ses opinions loyalistes, mais qu'il avait pris la précaution d'emporter une copie des registres de l'Église du roi. Il avait exploré cette piste, sachant qu'Anne Tillinghast, son arrière-arrière-grand-mère, était épiscopalienne. Peu après la naissance de sa fille, événement qu'il accueillit avec une exaltation qu'on ne lui connaissait pas, Curwen décida de poser pour son portrait. Il avait choisi un peintre d'origine écossaise, Cosmo Alexander, qui résidait à Newport, où il avait acquis une petite célébrité après que l'on eût su qu'il avait été jadis le maître de Gilbert Stuart. On racontait que le tableau avait été peint directement sur un panneau de bois de la bibliothèque dans la maison d'Aulnay Court, mais on ne savait rien de son emplacement exact. À cette époque, Curwen paraissait extraordinairement absent et étourdi. Il passait le plus clair de son temps à la ferme de Pawtuxet Road.
Il était comme suspendu dans l'imminence de quelque découverte extraordinaire, forcément liée à l'alchimie, car il avait déménagé la presque totalité des ouvrages qui en traitaient de la maison d'Aulnay Court à la ferme. Son apparent civisme ne s'était pas démenti, et il ne manquait jamais une occasion d'aider des personnalités comme Stephen Hopkins, Joseph Brown et Benjamin West à élever le niveau culturel de la ville pour atteindre celui de Newport, où le mécénat était beaucoup plus développé. En 1763, il avait aidé Damien Jenks à monter sa librairie, dont il était devenu le meilleur client. Il avait également secouru la Gazette de Providence quand elle avait connu quelques difficultés financières. En politique, il soutenait ardemment le gouverneur Hopkins contre Ward, très influent à Newport, éternel rival de Providence. Hopkins avait fait un discours brillant à Hatcher's Hall en 1765 pour réclamer la scission des quartiers nord de Providence en une ville propre, où il avait évidemment une influence prépondérante. Ceci, plus que toute autre action, contribua à atténuer les préjugés que l'on pouvait avoir contre lui. Mais Ezra Whedon, qui continuait de l'espionner sans relâche, brocarda son engagement politique et ses initiatives charitables, qui n'étaient, disait-il à tout vent, qu'une couverture pour des trafics innommables avec les abîmes du Tartare. Le vindicatif jeune homme se lança dès lors dans une enquête systématique de tout ce que Curwen entreprenait. Chaque fois qu'il était au port, il passait des heures à surveiller les entrepôts de l'armateur et s'en approchait silencieusement à la moindre lumière sur une petite embarcation qu'il avait toujours prête. Pour autant que possible, il surveillait très étroitement la ferme de Pawtuxet Road et fut même sauvagement mordu par un des chiens que les Indiens avaient lâchés sur lui une nuit. En juillet 1766, un changement brusque s'opéra sur Joseph Curwen, que ne manquèrent pas de noter les habitants de Providence. Son air d'attente cessa brusquement, laissant place à un sentiment non dissimulé d'exaltation et de triomphe. Il semblait avoir du mal à ne pas divulguer ce qu'il avait découvert, mais la nécessité du secret dut finir par l'emporter sur l'envie de faire connaître sa joie, car on n'en apprit jamais davantage. C'est après cette métamorphose soudaine et radicale que le sinistre personnage commença à étonner tout le monde en révélant des informations que seules des personnes depuis longtemps disparues auraient pu connaître. Les activités mystérieuses de Curwen ne cessèrent pas pour autant. Au contraire même, elles s'étaient multipliées, de telle sorte qu'il déléguait de plus en plus ses affaires maritimes à ses capitaines, qu'il soumettait à une peur indicible, bien pire que celle de la ruine. Il abandonna complètement le commerce des esclaves, sous prétexte que les profits étaient en baisse constante. Tout son temps libre, il le passait à la ferme, et les rumeurs se remirent à circuler sur sa présence, sinon aux abords des cimetières, du moins dans des endroits qui avaient un rapport avec les morts, tant et si bien qu'on finit par se demander si ces changements d'habitude de naguère étaient bien sincères. Entre-temps, Ezra Whedon, bien que ses périodes d'espionnage fussent intermittentes et courtes à cause de ses voyages en mer, persistait dans son idée de vengeance et surveillait les affaires de Curwen comme il ne l'avait jamais fait. Dans ces périodes troublées, alors que les colons semblaient bien déterminés à résister au Sugar Act qui entravait le trafic maritime, beaucoup des mouvements suspects des vaisseaux de l'armateur furent pris pour de la résistance. La contrebande était devenue la règle à Narragansett Bay, et les débarquements nocturnes de marchandises interdites allaient bon train. Mais Whedon, qui nuit après nuit suivait les barges et les sloops qui quittaient les docks Curwen de Town Street, eut rapidement la conviction que ce n'étaient pas que les corvettes de Sa Majesté que l'armateur voulait éviter. Avant 1766, ces bateaux, affectés pour la plupart au transport des nègres, traversaient la baie et accostaient juste au nord de Pawtuxet. Les esclaves étaient débarqués, conduits d'abord en haut de la falaise, puis à travers la campagne jusqu'à la ferme où ils étaient enfermés dans le sinistre bâtiment de pierre aux fenêtres étroites. Après 1766, l'importation d'esclaves cessa brusquement et l'armateur abandonna ses expéditions nocturnes. Mais en 1767, les habitudes de Curwen changèrent encore une fois. À nouveau, les barges quittaient les docks de nuit et descendaient la baie assez loin, peut-être jusqu'à Namquit Point,
où elles étaient chargées de marchandises provenant de navires mystérieux, de très grande taille et d'apparence variable. La cargaison était ensuite déposée sur le rivage à l'endroit habituel, puis transportée jusqu'à la ferme pour être finalement enfermée dans le même bâtiment qui naguère recevait les nègres. Elle était presque entièrement composée de boîtes oblongues et lourdes, qui n'étaient pas sans rappeler des cercueils. Weedon surveillait toujours la ferme avec la même assiduité, s'y rendant si possible chaque nuit, et ne laissant jamais passer une semaine, sauf si le sol était recouvert de neige, ce qui risquait de trahir sa présence. Mais même dans ce cas, il s'en approchait aussi près que possible, en empruntant les routes fréquentées ou la rivière gelée, afin d'inspecter les traces qui auraient pu être laissées. Comme cette surveillance était régulièrement interrompue par ses devoirs maritimes, il finit par engager un compagnon de taverne nommé Eleazar Smith pour le remplacer lors de ses absences. Certes, à eux deux, ils auraient pu faire circuler nombre de rumeurs extraordinaires. Mais ils s'en gardèrent bien, sachant que cette publicité aurait mis leur gibier sur ses gardes, ce qui aurait compromis leurs investigations. Or, il leur fallait apprendre quelque chose d'indiscutable avant d'entreprendre toute action. Ils avaient certainement dû découvrir des choses surprenantes, et Charles Ward regretta plusieurs fois devant ses parents que Weedon ait finalement brûlé son journal. Tout ce qu'on peut savoir sur leur découverte se limite à quelques notes qu'Eleazar Smith a jetées de façon décousue dans son carnet, ainsi qu'à des lettres et des journaux de l'époque où l'on rapporte que la ferme était la partie visible d'une abomination cachée dont l'étendue et la profondeur ne pouvaient être clairement appréhendées. Rapidement, Weedon et Smith furent convaincus qu'un réseau de tunnels et de catacombes, peuplé de serviteurs nombreux et étranges, s'étendait sous la ferme. La maison était une vieille bâtisse qui datait du milieu du XVIIe siècle, avec une énorme cheminée, des fenêtres à croisillons de plomb, et à l'endroit où le toit touchait presque le sol, un appentis orienté au nord qui servait de laboratoire. Elle était isolée, bien à l'écart des autres maisons, si bien qu'à en juger par toutes les voix qu'on y entendait, elle devait être accessible par un passage souterrain. Jusqu'en 1766, ces voix étaient plutôt des marmonnements et des chuchotements, entrecoupés de chants et d'invocations. Après, elles prirent une forme singulière et terrible, couvrant tout le spectre sonore, du consentement accablé aux explosions de furie ou de douleur, des grondements sourds aux supplications, des halètements avides aux cris de protestation. Ces voix s'exprimaient dans différentes langues, toutes connues de Curwen, dont la voix grinçante était souvent reconnaissable dans ses accès de reproche et de menace. Parfois, il semblait que de nombreuses personnes occupaient la maison, Curwen, des prisonniers et des gardes. On percevait souvent des intonations étranges, telles que ni Weedon ni Smith n'en avaient jamais entendues. Ces conciliabules n'étaient pas sans rappeler les anciens tribunaux de l'Inquisition, Curwen exhortant sans cesse des prisonniers terrifiés à lui livrer des informations qu'il n'avait peut-être même pas. Weedon a retranscrit dans ses notes plusieurs fragments de conversations tenues en anglais, en français et en espagnol. Hélas, il n'en reste rien. Il a cependant raconté que, mis à part quelques conversations sordides relatives à d'anciennes affaires de famille de Providence, la plupart des discussions se rapportaient à des faits scientifiques ou historiques parfois très anciens. Un jour, par exemple, Curwen interrogea un personnage tour à tour maussade et exalté à propos du carnage perpétré en 1370 à Limoges par le prince noir, comme s'il pouvait détenir des informations secrètes à ce sujet. Il demanda au prisonnier, à supposer que c'en fût un, si l'ordre du massacre avait été donné à cause du signe du bélier trouvé sur l'autel de la crypte romaine de la cathédrale, ou si l'homme noir de la Haute-Vienne avait prononcé les 3 mots. N'obtenant pas de réponse, l'inquisiteur en arriva à quelques moyens extrêmes, car on entendit un cri aigu, suivi d'un moment de silence, et enfin d'un bruit sourd. Il n'y eut jamais de témoin oculaire à ces interrogatoires, car de lourds rideaux étaient toujours tirés. Une fois cependant, au cours d'une conversation dans une langue inconnue, Weedon aperçut une ombre sur le rideau qui lui rappela un spectacle de marionnettes donné à Hatcher's Hall à l'automne 1764 par un homme de Germantown, Pennsylvanie, qui le présentait ainsi. « Vue de la fameuse cité de Jérusalem où vous verrez le temple de Salomon,
le trône royal, les tours et les collines, ainsi que le calvaire de notre Sauveur des jardins de Gethsémané jusqu'au sommet du mont Golgotha. Un tableau terrible, digne de votre curiosité. » L'espion qui avait rampé jusqu'à la fenêtre ne put s'empêcher de tressaillir, donnant ainsi l'alarme aux Indiens qui lâchèrent les chiens sur lui. Après cet épisode, on n'entendit plus aucune conversation. Weedon et Smith en conclurent que Curwen avait dû transférer ses activités dans les souterrains. L'existence de ces souterrains ne faisait pas de doute, et ce pour plusieurs raisons. Des cris et des gémissements montaient de temps à autre du sol en des endroits éloignés de toute habitation. Ensuite, cachés par les buissons le long de la rivière, là où les hautes terres descendent rapidement vers la vallée de Pawtuxet, on découvrit un jour une arche maçonnée, fermée par une porte de chêne sculptée, qui était certainement l'entrée d'une crypte dans la colline. Weedon souligna à plusieurs reprises que les ouvriers qui étaient venus la construire avaient dû passer totalement inaperçus, mais quand et pourquoi elle avait été creusée, il était incapable de le dire. On sait cependant que Curwen avait l'habitude de mettre ses marins à toutes sortes de besognes. Pendant les fortes pluies du printemps 1769, les deux guetteurs surveillèrent de près le bord de la rivière, dans l'espoir qu'une autre entrée serait mise à jour par les eaux. Leur persévérance fut seulement récompensée par la découverte de restes animaux et humains dans un charnier mis à jour par l'inondation. On aurait pu trouver à cela une explication rationnelle, comme la présence de nombreuses fermes aux alentours et l'existence d'anciens cimetières indiens très nombreux dans la région, mais Weedon et Smith avaient une autre théorie. C'est en janvier 1770, alors que les deux compères se demandaient vainement que penser de toutes leurs observations étranges, que se produisit l'incident du Fortaleza. Exaspérée par l'incendie criminel de la corvette Liberty à Newport au cours de l'été précédent, la flotte royale, sous les ordres de l'amiral Wallace, avait nettement accru sa vigilance à l'encontre des navires étrangers. C'est ainsi que, sous les ordres du capitaine Charles Leslie, la goélette Signet arraisonna un matin, après une brève poursuite, le Fortaleza de Barcelone, commandé par le capitaine Manuel Arruda, qui, selon le livre de bord, venait du Caire pour se rendre à Providence. Quand ils perquisitionnèrent le navire à la recherche de marchandises de contrebande, les douaniers constatèrent à leur grande surprise que la cargaison, qui devait être transbordée sur une barge au large de Namquit Point, était constituée exclusivement de momies destinées aux matelots ABC, dont le capitaine Arruda refusa catégoriquement de révéler la véritable identité. La vice-amirauté de Newport fut bien embarrassée. D'un côté, il y avait la nature indiscutablement légale du chargement, qui n'était évidemment pas de la contrebande. De l'autre, il y avait l'illégalité de l'anonymat du destinataire. On adopta comme souvent une demi-mesure. Le navire serait relâché, mais ne pourrait accoster dans les eaux de Rhode Island.